Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez Amanti qui vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Si cela vous plaît, abonnez-vous pour suivre ces histoires. Ce soir, c'est une série de plusieurs décès dont la cause reste encore un mystère. Un accident ou un meurtre, la question se pose encore. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui se posent cette question. Toutes ces personnes ont disparu en pleine nuit, à la sortie de discothèques ou de soirées entre amis, et leur corps sera retrouvé quelques jours plus tard. Pour leur famille, leurs amis, la question reste la même. Que leur est-il arrivé cette nuit-là ? La première affaire est la mort de Stéphane Cameugn. Il a 24 ans, mesure 1m90 et pèse 100 kg. Nous sommes le soir du 6 décembre 2008 et ce soir-là, il se rend à une soirée dans la ville de Châlons en Champagne, à sa remise de diplôme de l'ENSAM, l'École supérieure des arts et des métiers, qu'il a fait pendant 3 ans. Alors c'est une tradition de l'école pour féliciter les élèves, mais aussi une façon de clore ces années d'études, et de faire la jonction entre les nouveaux élèves qui viennent d'arriver en septembre et les anciens. On appelle cela les galas des Fignos, et il y a environ 2000 personnes ce soir-là. Donc dans la soirée, il va faire un petit restaurant avec des amis à 20h30, 21h, et vers 22h30, ils vont retourner tous ensemble au gala. Vers minuit, il y aura un petit feu d'artifice, c'est la petite exception à la soirée. Et vers 3h du matin, il ne se sent pas bien, Stéphane, parce qu'il a un petit peu trop bu, il n'a pas l'habitude du tout de boire. Et un de ses camarades va le conduire à la bibliothèque qui est un petit peu à l'écart, dans un coin un petit peu plus silencieux pour qu'il se repose un petit peu. Stéphane va s'endormir et la personne va quitter la pièce. Ensuite, vers 3h30 du matin, Stéphane sera vu quittant la soirée avec un vigile parce qu'il titube, il est limite sur le point de tomber. Mais il y aura une petite altercation parce que Stéphane veut retourner au gala et le vigile va l'expulser manu militari. Donc Stéphane va lâcher l'affaire, il va se diriger vers le canal du Nord. La soirée se finit, ses amis vont peut-être tenter de le joindre dans la nuit mais sans y parvenir parce que ils vont retourner à la bibliothèque pour le chercher mais Stéphane n'est plus là. Ils vont constater que sa voiture est toujours garée sur le parking, les portes verrouillées et le siège conducteur avancé, ce qui est étrange parce que Stéphane mesure 1m90. Et il y a toujours toutes ses affaires à l'intérieur, y compris son manteau en fait, donc Stéphane n'est parti qu'avec une petite veste. Ensuite, le dimanche arrive, et ses parents vont commencer à s'inquiéter vers 15h parce que Stéphane devait participer à un repas de famille le soir. Donc dès 15h, ses parents vont commencer à l'appeler, et jusqu'à 2h du matin, sa mère va veiller pour l'attendre, et Stéphane ne revient pas. On est le lundi, et à 5h, ils vont signer la disparition de leur fils à la police. Le mardi 9 décembre, les pompiers fouillent le canal et la Marne toutes proches sans succès. Il faut savoir que dans un canal, on ne voit pas à plus de 50 cm devant soi, donc c'est vraiment un tâton. Les recherches vont se poursuivre le mercredi et le jeudi, sans succès. Ensuite, un hélicoptère va être réquisitionné, mais avec le mauvais temps, il n'a pas pu décoller. Et selon la police, le téléphone de Stéphane a fonctionné jusqu'à 8h25 le dimanche matin. Pourtant, Stéphane ne sera plus revu après 4h du matin ce jour-là. Et le téléphone sera repéré, va borner autour des lieux de la soirée. Donc ça veut dire qu'entre 3h30 et 8h25, Stéphane était encore en vie et on ne sait pas où est-ce qu'il était. Puisque c'est un téléphone portable, il n'est pas résistant à l'eau, donc dès que Stéphane est rentré dans l'eau, le téléphone portable s'est coupé en fait. Donc les jours passent sans qu'on retrouve Stéphane, les semaines passent, et nous sommes le 24 décembre, il est 14h30, dans le canal latéral de la Marne, au fond du canal, un lieu qui avait déjà été fouillé auparavant, on retrouve le corps de Stéphane. Son corps est retrouvé à 350 mètres d'une écluse, à 100 mètres de l'ENSAM, à 2,40 m de profondeur au milieu du cours d'eau. La première autopsie est pratiquée le 27 décembre 2008, puisque un corps se dégrade très très vite une fois qu'il est retiré de l'eau, surtout que l'eau était très très froide, et rien n'indique qu'une tierce personne soit responsable du décès de Stéphane.
Les résultats toxicologiques ont révélé qu'il avait 1,80 g d'alcool dans le sang. Ensuite, l'autopsie va révéler un trauma thoracique postérieur, donc la colonne vertébrale est fracturée, et il a plusieurs côtes brisées. Et c'est compatible avec une chute d'un lieu élevé sur un sol dur. Stéphane ne s'est pas noyé, il est mort après avoir percuté le sol. Et selon le légiste, le corps aurait rebondi pour se retrouver dans l'eau. Donc Stéphane serait tombé d'un pont, aurait fait une chute libre, percuté quelque chose, le sol ou une rambarde ou un truc en pierre. Le corps a rebondi et aurait chuté dans l'eau. La famille n'est pas d'accord avec cette conclusion de légiste. Et le 9 janvier 2009, une contre-autopsie est pratiquée. Et selon ce légiste-là, qui voit aussi un traumatisme, parce qu'il est bien là, il va conclure que Stéphane n'est pas tombé d'un pont, mais qu'il a été percuté par un véhicule, mais un véhicule assez haut, puisque le trauma est à peu près 1,35 m, 1,40 m du sol, donc le pare-choc du véhicule devait être très très haut, à la limite un très gros 4x4, ou alors vraiment un poids lourd. Ce qui n'est pas compatible. Un poids lourd aurait aussi fait du mal à son crâne, ce qui n'a pas été le cas. Il n'y a vraiment que la zone thoracique qui a été touchée. Donc la police va quand même rechercher un véhicule endommagé dans ce laps de temps, et il n'y a rien de trouvé. Puis va venir une troisième autopsie qui va, elle, donner une autre hypothèse, celle d'un homicide, un meurtre. Stéphane aurait été frappé à plusieurs reprises avec un objet contondant type batte de baseball, car le vêtement qu'il portait comportait des traces de brûlure par endroits. Il y a un autre fait troublant qui va semer encore plus le doute sur la mort de Stéphane. 1 an après la découverte de son corps, le père de Stéphane va recevoir un appel d'un livreur de journaux qui va vouloir parler de façon anonyme. Il dira que ce matin-là, vers 5h, rue de la Rochefoucauld, il verra un groupe d'étudiants armés d'une clé à pain, donc un gros manche en bois massif en forme de cuillère à son bout, en fait. Et aussi que, ça j'ai vu sur un autre site, que le gardien de l'ENSAM va déclarer qu'au petit matin, le dimanche, il n'y avait plus de voitures sur le parking. Pourtant, ses amis et son père vont retrouver la voiture sur ce parking. Donc on ne sait pas ce qui est arrivé à Stéphane. Je vous mets sur le petit point là-haut le documentaire de Non Élucidé qui est très complet sur l'affaire, qui dure 1h30, qui est très très bien. Donc la mort de Stéphane, crime, accident, peut-être un bizutage qui tourne mal, ou une vengeance. Lloyd Andrieux a 19 ans. C'est un étudiant franco-britannique scolarisé à l'université privée catholique de Lille appelée la Cato. Il passe la soirée du jeudi 22 septembre 2011 avec 2 amis qu'il quittera vers 1h du matin. Des témoins camarades de classe l'auraient aperçu après cela dans un bar appelé le Seven. Vers 2h30 du matin cette même nuit, un de ses amis reçoit un appel du téléphone de Lloyd, mais ce n'est pas Lloyd au bout du fil. Cet inconnu, encore non identifié aujourd'hui, qui possède le portable de Lloyd, dira que ce dernier ne se sent pas très bien, sans en dire plus sur l'état de santé de Lloyd, ni sur leur localisation. On découvrira le corps de Lloyd le mardi 27 septembre vers midi, dans le canal de la Deule, pas très loin de son domicile, au niveau du pont de la Citadelle. Aucune trace suspecte n'a été retrouvée sur le corps et la piste accidentelle est privilégiée. Mais il est mort avant de couler, et son téléphone continue de sonner après la découverte du corps. Guillaume Mitre a 19 ans. C'est un étudiant en première année de sciences politiques à Lille. Il est retrouvé dans la Deule en février 2009, je n'ai pas la date exacte. Mais sa noyade n'a rien d'accidentel. On en a des preuves et il y a des aveux. Guillaume a été poussé par un autre étudiant mineur contre un escalier de pierre avant de se noyer. Pourquoi a-t-il été poussé ? C'est un simple jeu étudiant qui a très mal tourné. En fait, Guillaume était accompagné de 4 autres personnes qui ont voulu lui faire prendre un bain. Guillaume n'a peut-être pas souhaité, n'a peut-être pas consenti.
à ce bain forcé et peut-être qu'une petite altercation a eu lieu. Guillaume a été poussé contre un escalier de pierre et s'est évanoui, est tombé dans l'eau et s'est noyé. Ils sont 3 accusés à la barre. Un, le mineur pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et les 2 autres, je crois qu'ils sont majeurs, seront accusés de non-assistance à personnes en danger. Le mineur a écopé de 30 mois d'emprisonnement, mais je ne sais pas pour les 2 majeurs. Charles Cumin, un Rouennais de 19 ans, étudiant à l'IESEG, une école de management à Lille, disparaît dans la nuit du 1er au 2 septembre 2009 dans le quartier Vauban à Lille vers 3 heures du matin. Lui aussi est découvert dans la Deûle 4 jours après sa disparition. Avant de disparaître, il s'était disputé avec des amis pendant une soirée passée dans un bar appelé le Seven Heaven sur la rue Solferino. L'autopsie va révéler une mort par noyade. Mais est-ce un accident ou est-ce un meurtre? John William Sani a 33 ans. Il disparaît dans la nuit du 6 au 7 octobre 2010, vers 5 heures du matin. Il repartait à pied d'une soirée rue Gambetta. On retrouvera son corps dans la Deûle le 11 octobre 2010, au niveau du restaurant Le Corfou. L'autopsie de son corps ne révélera pas de piste criminelle. Il est mort par noyade. Rémi Calmejane a 19 ans. Il est étudiant en sciences et techniques des activités physiques et sportives de la faculté de Nantes. Le soir du 2 décembre 2010, il se rend avec des amis à la boîte de nuit Le Callisto, au nord-ouest de la ville de Nantes, dans le Bas-Chantonnay. Les heures passent, Rémi est un peu fatigué et s'endort sur une des banquettes de l'établissement. Il sera réveillé et invité à quitter les lieux par la sécurité. Vers 4 heures, des amis vont l'apercevoir devant la discothèque. Après cela, il n'y a plus de traces de lui. Le lendemain, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Son téléphone portable ne donne plus signe de vie non plus. Le quartier est fouillé, le fleuve sondé, mais rien. Rémi a disparu. Son corps sera retrouvé à la fin du mois de février 2011, le 20 février pour être précis, au pied du pont de Cheviré, flottant au milieu du fleuve par des marins du port. Selon le rapport d'autopsie, il n'y a pas de traces de violence qui aurait pu causer la mort de Rémi. La noyade accidentelle est privilégiée. Grégoire Rigaud a 24 ans. Il est étudiant à l'Institut national des techniques économiques et comptables. Il se rend lui aussi au Callisto le soir du 3 décembre 2010. Lui aussi disparaît vers 4 heures du matin le 4 décembre. La Loire est de nouveau sondée mais rien. Son téléphone portable n'émet plus et sa carte bancaire n'est pas utilisée. La police est saisie de dossier le 8 décembre 2010 et son corps sera retrouvé le 2 mai 2011 dans la Loire. Anthony Carteron a 21 ans. Il est étudiant à l'IUT de Belfort et se rend le soir du jeudi 9 décembre 2010 à 23h30 au Palace, une discothèque de Bavance, non loin de Belfort. Pendant cette soirée, Anthony quitte son groupe d'amis qui n'arriveront plus à le joindre. Il disparaît vers 3h30 à la sortie de la discothèque. Mais il laissera dans la discothèque toutes ses affaires, son blouson qui restera au vestiaire. La discothèque est à une 50aine de mètres à peine du fleuve Doubs. On sait qu'Anthony n'a pas pris la navette cette nuit-là. Les gendarmes seront saisis du dossier le 12 décembre 2010. La zone est fouillée avec une trentaine d'hommes et un hélicoptère, mais rien. Anthony n'est nulle part. Son corps sera retrouvé le 30 janvier 2011 dans le Doubs, entre Montbéliard et l'Ils sur le Doubs à Lougre. Après autopsie, il sera révélé qu'aucune trace de violence n'apparaît sur le corps. Jérôme Cano a 26 ans. Il est ingénieur et vivait sur Calais. Il se rend le 11 décembre 2010 dans un club du centre-ville appelé La Suite, tout proche d'un canal. Il quitte la boîte de nuit à 5 heures du matin. Sa voiture sera retrouvée quelques jours plus tard, avec son corps à l'intérieur, dans un canal qui traverse la ville de Calais. La piste privilégiée est celle d'une mort accidentelle. Et pourtant, un mystère demeure. Pendant que tout le monde cherchait Jérôme, le message de son répondeur a été modifié par une autre personne. François Tillman a 28 ans, il est luxembourgeois.
Il passe la soirée du vendredi 10 décembre 2010 en France avec 2 amis avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine lors d'une soirée électro. Il sera vu vers 4 heures du matin avec le visage ensanglanté et les lunettes cassées. Il n'avait pas de téléphone portable, ni d'argent, ni de papier d'identité sur lui. Il mesure 1,70 m et portait ce soir-là un jean bleu clair, un pull gris clair avec des taches noires et blanches, un manteau bleu foncé, des chaussures couleur brune à mi-hauteur et une barbe de 3 jours. Pour le moment, François Tillman est toujours porté disparu. Anthony Brabi a 31 ans et il est ingénieur. Le soir du vendredi 31 décembre 2010, il se rend en discothèque, la Villa Rouge, à Montigny-lès-Metz, pour fêter le Nouvel An avec des amis. Il sera vu pour la dernière fois avenue de Nancy à Metz entre 6 h et 7 h du matin à la sortie de la discothèque. Il est donc sorti avec tous ses amis. Il est vêtu d'un jean bleu, d'une chemise et d'un pull fin et portait un blouson de drap de laine, je vous mettrai une photo de ce que c'est, et des chaussures fines. Son corps est retrouvé 1 mois plus tard, soit le 7 février 2011, dans la Moselle, près du campus de Saucy, retenu dans un angle de barrage sur le site du Ouadrino vers 14 h. Sur lui, on retrouve de l'argent ainsi que sa carte bancaire. Jean Mériadec Le Tarnec est un étudiant de 22 ans. Il disparaît le dimanche 20 février 2011. Il avait passé la soirée chez des amis rue Aubert vers 6 h du matin. Il quitte leur domicile avec une connaissance, puis il finit le reste de sa route seul, au niveau du square d'Aubenton pour rentrer chez lui, un appartement situé rue Doudin, à 650 mètres. Mais il ne rentrera jamais chez lui. C'est son frère qui donne l'alerte. Son corps sera retrouvé dans la Deule, dans le quartier du Vieux-Lille, à quelques mètres de la façade de l'Esplanade, le 25 février 2011. Il sera identifié par ses vêtements, ainsi que ses papiers d'identité retrouvés sur le corps. Il est mort noyé, et rien ne vient démontrer une piste criminelle dans son décès. La piste de la mort accidentelle est privilégiée par les enquêteurs. Thomas Ducrot a 26 ans, il est concessionnaire de moto et porté disparu depuis le 5 février 2011, après avoir passé la soirée dans un bar de la ville. Son corps sera retrouvé, comme dans le cas de Jean Mériadec Le Tarnec, retrouvé à proximité du petit pont du Paradis dans la Deule. Les conclusions de l'autopsie ne révèlent pas de traces du coup, en tout cas en apparence. La mort par noyade est privilégiée. Sami Heikel est un étudiant en stylisme à Londres âgé de 18 ans. Il disparaît le 7 janvier 2011 dans la ville de Strasbourg à la sortie d'une discothèque pendant une soirée étudiante. Il quitte ses amis vers 5 h du matin au niveau du pont traversant l'île. Avant de disparaître, il sera vu traversant 2 ponts et marchant dans une ruelle. Son père a sous-entendu que Sami devait rejoindre des amis, mais il n'arrivera jamais jusqu'à eux. Le lieu sera même sondé le lendemain de sa disparition sans que l'on ne trouve de traces de Sami. Son corps sera retrouvé le samedi 12 février 2011 par des kayakistes coincés dans des branchages de la rivière Lille au niveau du quartier nord de Strasbourg. L'autopsie pratiquée sur le corps ne révélera aucune trace de coup, pas de lésions visibles. La thèse de la noyade est donc privilégiée par les conclusions de l'autopsie, mais rien ne permet de savoir si c'est accidentel ou volontaire. Vincent Zeka a 19 ans, il disparaît le 4 mars 2012 dans la ville de Bordeaux. Sur des caméras de vidéosurveillance de la ville, on le voit rentrer dans un parking, puis le quitter, mais il semble étrange. Il titube, tombe et paraît effrayé, un peu comme s'il était suivi. Au cours de cette nuit, sa carte bancaire va être utilisée et un retrait de 200 € sera effectué. Mais on ne retrouvera pas d'argent liquide sur son corps qui sera retrouvé le 27 mars sur les berges de la Garonne. Après autopsie, on constate qu'il avait 2,60 g d'alcool dans le sang et on saura plus tard qu'il aura été filmé ivre, titubant par des passants. Avant lui, 5 autres jeunes hommes disparaissent dans des cas similaires. Tiani Bieye, 21 ans, un étudiant en musique. Il sortait avec des amis dans la nuit du 27 juillet 2011. Il aurait enjambé une barrière de sécurité en bordure du fleuve face au miroir d'eau.
Ses amis vont le voir tomber à l'eau, vont appeler les secours tout de suite, mais on ne va pas le retrouver. Et le 30 juillet 2011, son corps sera retrouvé sur la commune de Saint-Espès. Valentin Bernabeu, il a 20 ans, c'est un étudiant en architecture. Il disparaît dans la nuit du jeudi 1er décembre au vendredi 2. Il se rend avec des amis dans la boîte de nuit Libaud, mais son entrée lui sera refusée au vu de son état alcoolique. Il longera les quais jusqu'à environ 3 heures du matin, et depuis plus de nouvelles. On va retrouver son corps le 5 décembre 2011. Maxime Lebeau, il a 24 ans, est en 5e année d'études à l'école supérieure de commerce et de gestion de Bordeaux. Il disparaît le 5 février 2012 avec un de ses amis. Ils avaient passé la soirée ensemble dans une boîte de nuit appelée La Plage, mais ils se sont égarés en sortant probablement, et on va retrouver son ami sur les voies de la gare de triage de Bègle, sans Maxime, et lui ne saura pas où Maxime se trouve. On retrouvera le corps de Maxime le 29 avril 2012, près de la Garonne, à hauteur de Bassens. Julien Tessier a 25 ans. Il disparaît le 9 avril 2012 après une soirée passée avec des amis. Vers 3h30, il rejoint sa voiture, mais il ne monte pas dedans. Il disparaît, tout simplement. On va retrouver son corps le 27 avril 2012. Et Cédric Briand, 21 ans, qui disparaît le 18 mai 2013. Il est parti aussi avec des amis. Il va se séparer de quelques instants pour discuter avec des inconnus, sans que ses amis ne s'en rendent compte. Puis il disparaît. On va retrouver son corps en juin 2013 à Saint-André-du-Cubzac, dans une zone proche de la Dordogne. Alors bien sûr, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur ces disparitions. Pour certaines, on va penser à un trafic d'organes, mais je n'irai pas plus loin. Si vous fouillez un petit peu sur internet, vous trouverez qu'on parle un petit peu de cette rumeur, et cette dernière a fait beaucoup de mal à la famille. Mais il y a une rumeur beaucoup plus tenace, plus énigmatique qui sera traitée dans ce livre que je n'ai pas encore lu. C'est un ouvrage qui a été publié en 2021, donc il est vraiment très très récent. Il est écrit par Thomas Statius et a pour titre « Les morts de la Deule ». Lui va mener sa propre enquête et va même rencontrer des familles. Et pour lui, il y a une hypothèse d'un probable pousseur en série ou deux pousseurs en série. Donc voilà, est-ce que ça va toujours ? La vidéo à la base ne devait parler que de 4 cas, mais tous les autres se sont ajoutés au fur et à mesure de mes recherches, et j'ai été horrifiée par le nombre de personnes décédées de cette façon dans un laps de temps si court. Donc la vidéo m'a pris plus de temps que prévu parce que j'ai dû trouver tous les éléments, tous les détails possibles sur internet qui ont été dispatchés sur plein de sites ou des vidéos. Il y a eu donc beaucoup de rumeurs sur ces 4 décès bien étranges, même si certains sont résolus parce qu'il y en a au moins un, on sait que c'est un homicide. On sait pour au moins une personne que la mort est accidentelle parce qu'il a glissé au niveau du pont et il y a eu des témoins. Mais il y a une hypothèse qui s'est révélée après le décès d'une autre personne. Cette personne s'appelle Hervé Rybarczyk, qui pour la famille serait tout sauf accidentel, mais je ferai une vidéo une prochaine fois sur ce cas particulier parce que il y a eu un procès sur sa mort à lui particulière, donc je vous raconterai ça plus tard. La vidéo de la semaine prochaine sera beaucoup moins lourde que cette dernière, elle sera plus légère, c'est plus de l'étrange, c'est peut-être pas vraiment du paranormal, mais vous verrez, je vais pas trop vous spoiler là-dessus. Et la suite de celle-ci va arriver, je pense, à la mi-mars peut-être. Et pour avril, j'ai programmé au moins une vidéo sûre et certaine, qui sera peut-être un petit peu dure parce qu'elle se passe dans un hôpital et c'est lié à un trafic particulier. Mais je vous en dis pas plus non plus. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est un soutien qui n'a pas de prix pour moi parce que ça montre que le contenu de la vidéo vous a plu. Et aussi ça permet aussi à ces personnes de ne pas disparaître de nos mémoires. J'espère du coup que la vidéo va le permettre. J'espère juste n'avoir oublié aucun nom, parce que même si leurs morts sont pour certains accidentelles, ils ne doivent pas être oubliés.
c'est un rappel aussi que parfois quand on est ivre, il peut y avoir des accidents et qu'il faut faire attention aux autres quand ils sont ivres. Je parle surtout des 2 passants qui ont juste simplement filmé Vincent, qui se sont moqués de lui parce qu'il tombait, qu'il était ivre et qui n'ont pas appelé les secours alors que cette personne était vraiment en danger. Donc, je mettrai pas de passage d'avis sur tous ces décès. Je vois peut-être une vidéo vraiment externe à celle-ci pour pas qu'elle dure trop longtemps. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer. Donc, si la vidéo vous a plu, un petit pouce, ça me donnera la possibilité de voir que le contenu vous a plu et ça va donner de la visibilité en plus à ma vidéo. Vous voyez que ma chaîne évolue assez vite puisque j'ai commencé par des cas de crimes et de disparitions non résolus en France. Je vais rester en France, mais je vais parler quand même un petit peu de cas non résolus, pour dire aussi que on résout aussi des crimes et des disparitions. Je vais aussi traiter beaucoup d'étranges parce que j'aime bien en parler. On fera peut-être pas tout le temps, peut-être aller tous les mois ou tous les 2-3 mois, je verrai. Et donc, en attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera même beaucoup plus soft que celle-ci, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne nuit à vous, et passez une très bonne semaine, et à mercredi prochain.